Lorsqu'on tape Karim Ouad dans le moteur de recherche du ministère américain de la Justice consacré aux Epstein Files, plus de 500 documents apparaissent. Des documents dont des échanges présumés avec Jeffrey Epstein au début des années 2010. À cette époque, le fils de l'ancien président sénégalais cumule les ministères de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. Les échanges montrent que le financier américain s'intéresse aux opportunités d'investissement au Sénégal. Malgré les ennuis judiciaires de Karim Ouad et l'invalidation de ses candidatures à la présidentielle, il restera pour Jeffrey Epstein comme une figure importante de la politique en Afrique de l'Ouest. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, mort en 2019, est lui cité une trentaine de fois dans les documents. Il a notamment été le sujet d'un échange de mails entre le financier américain et l'entrepreneur japonais Joichi Ito, comme l'a révélé la BBC. Des échanges qui montrent que le criminel sexuel voulait approcher le despote africain pour faire des terres fertiles du Zimbabwe un terrain d'exploration et d'expérimentation. Joichi Ito a démissionné en 2019 de son poste de directeur du centre de recherche Media Lab du prestigieux MIT au lendemain de la publication d'une enquête du New Yorker sur ses liens financiers avec Jeffrey Epstein. Enfin, en ce qui concerne Jacob Zuma, cité près de 90 fois, c'est un échange du 4 mars 2010 qui retient l'attention. Un certain Mark Lloyd, qui se présente comme un ami de Jeffrey Epstein, s'adresse à une femme appelée Vera. On m'a demandé d'aider à organiser un petit dîner demain soir pour le président Jacob Zuma d'Afrique du Sud à l'hôtel Ritz à 19h. Jeffrey m'a suggéré de vous inviter car vous apporteriez sans aucun doute une touche de glamour à cette soirée. La mystérieuse Vera accepte en précisant « Je viens de Russie et je vis à Londres depuis 2 ans. Je suis mannequin depuis 6 ans et j'ai vécu à Paris, New York, Barcelone et au Japon. » La fondation Zuma a fermement démenti tout lien de l'ancien président sud-africain avec Jeffrey Epstein en qualifiant l'interprétation de ces échanges de construction narrative spéculative déguisée en journalisme d'investigation. Il est par ailleurs peu probable que Jeffrey Epstein ait pu être à Londres aux dates en question. Les documents autour de Jeffrey Epstein, milliardaire américain qui s'est suicidé, pédocriminel, 3 millions de nouveaux documents notamment diffusés par le département d'État américain, des documents parfois caviardés, mais il y a des personnalités citées, notamment du continent africain, Guillaume Thibault. Unique réaction officielle pour le moment, celle de la fondation Zuma en Afrique du Sud. Dans un message de 2010 diffusé par la presse locale, Jeffrey Epstein suggère la présence d'un mannequin pour ajouter du glamour lors d'un dîner en l'honneur de Jacob Zuma, alors chef de l'État. Sa fondation a nié tout lien avec Epstein et estime l'affaire désormais close. Les documents diffusés montrent les méthodes et l'influence de l'ex-homme d'affaires au Nigeria, au Kenya comme en Côte d'Ivoire. En 2012, après la crise politique, Epstein écrit à Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien devenu intermédiaire dans la vente d'armes. Avec l'explosion des troubles civils et le désespoir de ceux au pouvoir, n'est-ce pas parfait pour toi ? À terme, un important système de surveillance sera vendu à la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Et Jeffrey Epstein qui rencontre le fils du président ivoirien, sa nièce également, Guillaume ? Nina Keita connaît Epstein depuis 2002. Elle apparaît plus de 300 fois dans les dossiers diffusés par la justice américaine et elle évoque aussi dans un message adressé aux maniens américains la détention de Karim Ouad. En janvier 2016, alors que le fils de l'ancien président sénégalais est en effet en prison, Epstein écrit qu'il souhaite intervenir pour son ami. Il affirme avoir personnellement réglé un solde financier et il évoque la volonté d'exercer des pressions diplomatiques sur Macky Sall. Le président sénégalais a gracié Karim Ouad en juin 2016. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Guillaume Thibault. Ces informations ont été rendues publiques par Dropseed News dans une publication intitulée Jeffrey Epstein Files, c'est les Southern States de Côte d'Ivoire, publié le 6 novembre 2025. Dans cette publication, beaucoup de détails, beaucoup d'informations ont été données et nous permettent de comprendre, de voir ce qui s'est réellement passé lorsqu'on avait eu les récentes images du ministre de l'Intérieur, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, avec Jeffrey Epstein. Qu'est-ce qui se passait réellement? Tout a été dit dans ce rapport-là. Cette enquête menée par ce journal indépendant d'investigation. Tout commence le 18 juin 2012, pendant que le premier ministre israélien de l'époque, M. Ehud Barak, rencontrait le président ivoirien, M. Alassane Ouattara à Jérusalem pour discuter coopération sécuritaire. L'inérable Jeffrey Epstein recevait dans son appartement new-yorkais le fils du même dirigeant africain, le fils du président Alassane Ouattara. Alors on pourrait parler de coïncidence, c'était pas vraiment le cas selon les enquêtes menées par Dropseed News. Parce que des milliers de mails ont fuité du groupe Andala et des documents du Congrès américain qui ont été publiés en 2025 ont raconté une autre histoire. Celle d'un financier
condamné pour trafic sexuel, M. Jeffrey Epstein, qui servait d'intermédiaire à la réalité au service de renseignement israélien. En fait, l'ancien premier ministre reconverti en vendeur d'armes, M. Barak, utilisait M. Epstein pour rentrer en lien, en coopération avec d'autres pays qui étaient jugés hautement stratégiques pour l'Israël. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été ciblée. Dans les faits, entre 2012 et 2014, Barak et Epstein ont orchestré la vente d'un système complet d'écoute des communications à la Côte d'Ivoire. Téléphone, Internet, satellite, cybercafé, tout était concerné, de sorte à ce que rien n'échappe aux analystes formés par des anciens cadres de l'unité 8200, l'équivalent israélien de la NSA, puissent vendre ce projet à la Côte d'Ivoire. Le projet prévoyait des cibles spéciales pour surveiller les opposants politiques. L'objectif, c'était celui-là, selon le mail. Des années plus tard, le président Alassane Ouattara est toujours à la tête de la Côte d'Ivoire et gère le pays, réussit à avoir toutes les informations parce que, comme on le dit dans le domaine de la sécurité, l'une des choses les plus importantes, c'est l'information. Et avec ce dispositif, le président Alassane Ouattara détient toutes les informations. L'idée ne vient pas de très loin. Ça part d'un mail qu'écrivait M. Epstein à M. Barak en 2012. Il disait « Avec l'explosion de troubles civils et le désespoir de ceux au pouvoir, n'est-ce pas parfait pour toi ?» La réponse du général israélien a été claire. Tu as raison d'une certaine manière, mais pas simple de transformer ça en flux de trésorerie. Transformer l'instabilité à la réalité en profit. Voilà précisément ce qui attirait ces deux personnalités. Le contexte ivoirien semblait donc idéal. Après une guerre civile désastreuse et l'intervention franco-onusienne qui avait chassé le président Laurent Gbagbo en 2011, M. Alassane Ouattara, nouveau président, était dirigeant d'un pays fragmenté. C'est en ce sens qu'en juin 2012, il annonçait avoir déjoué un coup d'État. Donc, il fallait rapidement trouver une situation, un élément qui allait permettre d'assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire et lui également sa mandature. C'est ainsi que 5 jours après avoir dénoncé cette tentative de coup d'État, le président Alassane Ouattara atterrit à Jérusalem pour rencontrer Barak et Benjamin Netanyahou, le nouveau premier ministre d'Israël. Officiellement, on parlait de science et de technologie, et officieusement, c'était M. Epstein qui a déjà mobilisé des réseaux et qui attendait de mettre en place son coup. Il y avait également une certaine Nina Keita, selon les investigations faites par le dit média, qui aurait joué un rôle très important. C'est la nièce du président ivoirien, M. Alassane Ouattara, faut pas l'oublier, qui voyageait sur le Lolita Express d'Epstein depuis 2002. Ancienne mannequin de l'agence Karine Models, dirigée par M. Jean-Luc Bounel, qui lui est le recruteur d'Epstein et qui a été retrouvé pendu dans sa cellule en 2022, elle l'aurait servi de canal discret, donc entre les deux parties prenantes. Les calendriers d'Epstein montrent également 3 rencontres avec elle entre 2012 et 2013, toujours synchronisées avec des moments cruciaux, des négociations. En septembre 2012 par exemple, après l'avoir vue, Epstein filait directement au Regency Hotel, point tête-à-tête avec Barak. Quelques semaines plus tard, il s'envolait vers l'Afrique et aucun registre de vol n'a jamais documenté ce voyage-là. Pour rappel, Barak a quitté son poste de ministre de la Défense le 18 mars 2013. 24 heures après, il recevait par mail les plans détaillés de MF Group, une société franco-israélienne spécialisée dans les projets sensibles en Afrique. Au menu, un centre de surveillance de communication mobile et Internet, plus un réseau de vidéosurveillance à Abidjan. Les mails entre Barak et son beau-frère Doron Cohen ne mentionnaient jamais de nom. Seulement, c'était des initiales cryptiques qui étaient utilisées. Et il y avait par exemple ce mail-là qui en disait long, où il était écrit « J'ai eu une bonne réunion avec MF et AM aujourd'hui. Je serai content de te briefer. Je serai seul dans ma voiture entre 4h15 et 5h du matin », écrivait Cohen en avril 2013 à M. Barak. Mais les choses ont failli capoter lorsque l'ONU a failli jouer un rôle important en Côte d'Ivoire. Parce que le 17 avril 2013, les inspecteurs onusiens découvraient des dizaines de caisses de munitions israéliennes au palais présidentiel ivoirien et à la base navale d'Atekoubé. Rapidement, ils sont montés au créneau parce qu'il y avait l'embargo sur les armes imposé depuis 2004 qui était encore en vigueur. Et chose étrange, les caisses portaient même des marques espagnoles. Preuve d'un contournement via un pays tiers qui avait été appliqué à l'époque. Le Conseil de sécurité a donc prolongé les sanctions d'1 an, donc le 25 avril. Barak n'a pas paniqué. De retour en Israël, le 15 mai, il appelait un certain Amos Malka, ancien chef de renseignement militaire et président de Plasan, fabricant de gilets pare-balles et de véhicules blindés, dont 5 tonnes auraient été interceptées pendant cette période-là, qui se dirigeait vers Abidjan. Puis, Mickey Fedman, PDG d'LB Systems et consul honoraire de Côte d'Ivoire en Israël. Fedman connaissait bien l'Afrique de l'Ouest. Son entreprise avait vendu des hélicoptères militaires à la Côte d'Ivoire pendant la première guerre civile
orchestrée à partir de 2002, malgré les embargos. Enfin, Barak aurait contacté un certain Sidi Tiemoko Touré, qui à l'époque était directeur de cabinet du président Alassane Ouattara pour organiser une visite à Abidjan en août de la dite année. Avant de partir, Barak demandait à l'entreprise de renseignement privé Ergo un dossier complet, aussi bien sur le président Alassane Ouattara que sur son entourage. Il vous souvient que cette méthode avait été appliquée en 2004 contre le président Laurent Gbagbo et son entourage, où on a retrouvé les dossiers fichés dans les ordinateurs des militaires, des soldats français à l'Hôtel Ivoire. Il demandait également un organigramme détaillé des services de défense, de sécurité intérieure, des profils psychologiques des conseillers, la cartographie du pouvoir. Il voulait tout, rien ne devait manquer. Pour la couverture officielle, son gendre lui préparait une proposition fictive de construction d'hôpitaux au Nigeria et en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que, du 1er au 3 août 2013, Barak a rencontré le président, son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko. Ils auraient dîné chez un certain Marcel Lamontano, qui à l'époque était également le bras droit du président Alassane Ouattara. De retour en Israël, en pleine nuit, Barak aurait appelé immédiatement Stanley Fischer, gouverneur de la Banque d'Israël et ancien collègue du président Alassane Ouattara au FMI dans les années 90. Objectif, récupérer quelques informations et avoir tout ce qui pourrait aller en sa faveur. Quelques jours après, l'ambassadeur ivoirien Jean-Baptiste Gomis l'a contacté et disait ceci, selon le mail intercepté. Je saisis l'occasion pour vous demander une rencontre afin de parler de votre impression, de votre visite en Côte d'Ivoire et surtout, comment peut-on avancer. Les affaires vont continuer jusqu'au 16 septembre 2013 où la proposition technique va atterrir dans la boîte mail de M. Barak. 13 pages qui ont été rédigées par Aaron Zevi Farache, ancien chef du renseignement militaire, et Armand Enger, tous deux des vétérans de l'unité 8200. L'architecture clairement décrite transformerait la Côte d'Ivoire en panoptique numérique. Interception des appels téléphoniques, surveillance satellitaire, écoute des radios tactiques, monitoring des cybercafés. Toutes les données convergeaient vers des serveurs de traitement analysés par des opérateurs formés en Israël, puis synthétisés en rapport pour les dirigeants ivoiriens. Farache et Enger avaient perfectionné ces techniques en Palestine, occupés durant les deux infadas entre 1990 et 2005, donc les deux guerres qui ont eu lieu là-bas. Ils savaient exactement ce qu'ils vendaient. Le document se basait sur l'expérience accumulée pendant le service d'Amon et la mienne dans l'unité, disait Farak à Barak. Et il a aussi rajouté, je crois que cela passe le test d'exportation de savoir-faire. Je pensais qu'ils étaient appropriés de porter cela à ton attention. Même pour du matériel non qualifié, la loi israélienne sur le contrôle de l'exploitation de défense exige une licence pour transformer du savoir-faire militaire. Bref, Barak répondait qu'il serait probablement en contact avec le client vers la fin du mois. C'est ainsi que 8 septembre 2013, il s'envolait vers New York pendant la 68e Assemblée Générale de l'ONU où Einstein avait organisé son agenda pour 3 rencontres très importantes. La première, rencontre avec Michael Bloomberg, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Rencontre avec l'ambassadeur britannique Peter Mandelson, rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Rencontre avec Ariane de Rothschild, rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Rencontre avec Joshua Cooper Rameau, conseiller d'Henry Kissinger, rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Et c'est là, cette dernière rencontre-là qui est très intéressante. Rencontre avec Monsieur Sidi Tiemoko Touré, le directeur de cabinet du président Alassane Ouattara. C'est là que les choses se sont totalement, effectivement décantées. Einstein a envoyé à Barak l'adresse mail personnelle de M. Sidi Touré. Il disait dans ce mail, chef d'état-major d'Ouattara, il arrive demain. Essaie de coordonner, je suis flexible. Si tu décides que tu as le temps. Barak lui donnait rendez-vous donc le lendemain matin pour un café chez lui. Les mails étaient entassés sur Teaser ensuite pendant plusieurs mois. Mais les calendriers d'Einstein montraient une nouvelle rencontre avec Nina Keïta, la nièce du président Ouattara, le 7 novembre 2013. Jour exact où les casques bleus lançaient avec les forces ivoiriennes une opération conjointe pour démanteler les milices armées et les barrages illégaux. 2 semaines après, le Conseil de sécurité de l'ONU examinait l'assouplissement des sanctions et en mars 2014, le journal israélien Calcalist publiait une brève information sur les négociations ivoiriennes, louant le flair commercial de Barak. L'intéressé, M. Barak, démentait mollement. Ce sont des conversations privées et le public n'y a pas d'intérêt, disait-il. Les affaires vont continuer et le 10 avril 2014, la Côte d'Ivoire de son côté va commencer à s'apprêter à recevoir la technologie, pour pas dire l'installer effectivement. En ce sens, le président Alassane Ouattara va dissoudre l'Agence nationale de la stratégie et de l'intelligence, l'ANSSI,
et transférer ses compétences, ses moyens, ses pouvoirs vers un nouvel organigramme, la Coordination nationale du renseignement, la CNR. C'est là que tout commence à la réalité. 4 jours après ces événements, le groupe d'experts de l'ONU recommandait au Conseil de sécurité de la dite organisation, donc de l'ONU, d'assouplir l'embargo et de lever l'interdiction sur les exportations de diamants vieilles de plusieurs décennies. Le matériel non létal pour le maintien de l'ordre ne nécessitait plus de notification au comité des sanctions. Ainsi, la femme de Barack écrivait directement à l'ambassadeur Gomis pour organiser une réunion. L'embargo étant officiellement levé le 29 avril 2014. Quand Gomis revenait d'Abidjan en mai, Nili Barak, la femme de M. Barak, l'invitait à la J Tower de Tel Aviv pour une rencontre avec son mari et Dani Yatom, ancien directeur du Mossad. Le mail de M. Gomis était en majuscule lorsqu'il répondait. Il disait « J'étais en Côte d'Ivoire la semaine dernière et ai eu la chance de parler au président. Il est prêt à parler au Premier ministre Ehud Barak, pas à quelqu'un d'autre. » Barak écrivait à sa femme, dit juste à Dani que, suite à leur demande, je rencontrerai d'abord seul, puis organiserai une réunion trilatérale. Barak et Gomis se voyaient l'après-midi du 29 mai 2014. L'ambassadeur Gomis envoyait ensuite un mot de remerciement. Il disait « Erev Tov, bon après-midi. Je voudrais remercier votre mari pour la belle rencontre que nous avons eue hier. Je ferai rapport au président. Merci encore pour votre patience. » 2 semaines après, le 13 juin 2014, Avigdor Lieberman, ministre israélien des Affaires étrangères, a atterri à Abidjan avec une délégation de plus de 50 hommes d'affaires pour signer l'accord de défense et de sécurité intérieure. Les montants n'ont jamais été rendus publics, mais ce jour-là, Israël obtenait un accès officiel à l'appareil sécuritaire d'un pays hautement stratégique pour lui, en Afrique de l'Ouest surtout, la Côte d'Ivoire. Le 17 août 2014, Doron Cohen écrivait à Barak « J'ai rencontré l'homme qui a de l'argent à la banque en Afrique. Offre très intéressante et très généreuse, parlons-en. » Cette fois, même Barak aurait été perdu parce qu'on se demande qui est cet homme qui a de l'argent en Afrique de l'Ouest. Et il a répondu « Appelle-moi sur le portable pour expliquer. » La Côte d'Ivoire n'était qu'un début. Dans toute cette affaire, il y a un certain Amos Malta, très proche de tous ces événements, qui a été contacté par les journalistes du média, qui lui disait, en jurant, n'avoir jamais travaillé avec M. Barak depuis sa retraite en 2002. Documente le rappel du 15 mai 2013. Michel Farjon, de MF Group, reconnaît que les documents sur la Côte d'Ivoire proviennent bien de son entreprise, mais ni tout lien avec Cohen ou Ashton. Il disait pas de coopération avec Barak, Cohen, Ashton, pas d'accord avec la Côte d'Ivoire, ni aucune coopération. Puis, comme s'il regrettait d'en avoir trop dit, il a ajouté « Je ne vois pas comment ou pourquoi Barak aurait pu accéder à mes documents. » Continuez à creuser. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a historiquement un événement, pour pas dire une situation proche de celle-ci. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est la toute première. Parce que avant la Côte d'Ivoire, il y avait entre 2013 et 2014 l'action de Ashton et Barak qui avait déjà été négociée, pour pas dire commencée, avec un accord similaire dans le cadre de sa coopération avec la Mongolie. La Mongolie est un pays enclavé entre la Russie et la Chine, riche en cuivre et charbon. Lawrence Summers, ancien secrétaire du Trésor américain et président de l'université d'Harvard, participait au conseil consultatif proposé par le duo. Summers recommandait à Ulaanbaatar de créer un fonds souverain pour investir agressivement en bourse et améliorer ses relations avec le géant minier Rio Tinto. Parallèlement, Barak proposait des technologies de sécurité de surveillance développées par d'anciens officiers israéliens. La diplomatie économique cachait la vente d'expertise militaire à la réalité, parce que les négociations mongoles ont abouti en 2014 à un accord de coopération sécuritaire entre Israël et Ulaanbaatar, le même schéma qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait instabilité réelle ou perçue, intervention d'Ashton comme facilitateur social, implication de personnalités économiques responsables, puis signature d'un accord officiel entre États. Le privé et le public se confondaient, on pourrait le dire ainsi. C'est donc au regard de tous ces événements qu'on pourrait dire que le président Alassane Ouattara, ayant misé sur ce facteur, a réussi, pour pas dire est toujours à la tête de la Côte d'Ivoire, après beaucoup de situations qui auraient pu l'empêcher d'être à la tête du dit pays. Il y a aussi un autre facteur qui est très intéressant, celui de sa nièce. Nina Keïta, l'ancienne mannequin, a été nommée en 2019 directrice générale adjointe du port autonome d'Abidjan. Et c'est là qu'on s'interroge réellement à ce qui se passe avec le cas ivoirien. Quel est l'intérêt derrière la Côte d'Ivoire? En fait, le cas ivoirien s'inscrit dans une stratégie israélienne plus vaste. Depuis les années 2000, l'État hébreu exporte massivement des technologies de surveillance. D'abord, testées, ça c'est très important de le signifier, en Cisjordanie et à Gaza. Le pitch commercial est simple. Combat, proven, valider au combat. Ce qui fonctionne contre les Palestiniens fonctionnera contre vos opposants. C'est la stratégie qui est là.
Ainsi, NCO Group et son logiciel espion Pegasus incarnaient cette industrie-là, pour pas dire incarnent cette industrie-là. Le Ghana a acheté Pegasus entre 5,5 et 8 millions de dollars en 2015 via un contrat d'IOPAC. Le Maroc, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Rwanda, plein de pays l'ont acheté. Pegasus a donc permis à plusieurs pays de se protéger et de faire en sorte qu'aucune agression et même événement ne puisse atteindre le pouvoir du président en place. Donc, assurer d'abord sa sécurité, mais faire en sorte que rien ne soit hors de contrôle. Ce qui nous intéresse désormais, c'est le cas Ashton. Qui est-il à la réalité? Il est aujourd'hui décrit comme un prédateur sexuel. Mais il n'est pas que cela. Il est aussi financier américain. Les milliers de pages publiées par le Congrès américain révélaient un homme qui servait d'interface entre les services de renseignement israéliens et les élites occidentales. Ainsi, Ghislaine Maxwell, sa complice emprisonnée depuis 2021, a elle-même déclaré lors d'une déposition au ministère de la Justice en juillet 2025 qu'Ashton travaillait avec et pour des seigneurs de guerre africains. Elle affirmait qu'il lui avait montré des photographies avec des chefs de guerre sans préciser les pays ni les circonstances. Cette déclaration éclaire différemment les voyages d'Ashton en Afrique. En octobre 2012, il instructionnait son assistante d'organiser un changement d'avion à Londres avant de s'envoler vers la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Sénégal. Aucun registre de vol ne documente ce périple. Que faisait-il exactement? Qui rencontrait-il? Les documents sont restés muets. Mais 2 semaines après son retour, le ministre ivoirien à l'époque de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, était à Tel Aviv, en Israël, pour discuter d'un accord bilatéral sur le renseignement et la cybercriminalité. Coïncidence ou tout était prévu? C'est là qu'on s'intéresse au passage entre 2013 et 2017 de Barak, qui a visité les résidences, pour pas dire la maison à New York d'Ashton à plusieurs reprises, sur ce qui aurait pu être dit. Les deux hommes se voyaient mensuellement pendant presque un an, à partir de décembre 2015, soit 7 ans après la condamnation d'Ashton pour sollicitation de prostitution juvénile, ce qui est dit officiellement. Mais l'objectif pendant toutes ces rencontres, c'était de mettre en place le profil du pays à qui l'on va vendre, l'objectif surtout, parce que le cas de la Côte d'Ivoire est particulier. La Côte d'Ivoire est un pays qui avait besoin de sécurité. Donc à l'époque, il fallait donc proposer. Mais aussi, la Côte d'Ivoire abrite une bonne partie de Libanais. Les Libanais qui sont perçus comme étant les ennemis directs d'Israël. Donc développer cet élément de sécurité en Côte d'Ivoire serait aussi garder un œil très important sur les Libanais et faire en sorte que cette communauté ne puisse jamais faire quelque chose qui sera hors de contrôle d'Israël. Parce que tout est contrôlé, appel, message, tout est sous contrôle. Voici donc ce qu'il faut comprendre des recherches qui ont été faites par Dropseed News sur cette affaire-là. Les liens sont en description en source, vous pouvez les consulter. Et au-delà de cela, on attend encore d'avoir plus d'informations suite à tous ces événements qu'on sait déjà pour poursuivre et chercher à comprendre la quintessence de la présence d'Ashton en Côte d'Ivoire. Si cela ne va pas donc au-delà de ce qu'on sait déjà, le cadre militaire, est-ce qu'il y avait également d'autres choses qui étaient négociées? On va donc se renseigner en attendant là-dessus. Il faut donc comprendre que ceci n'est pas les recherches de Joseph Assemon, c'est la sortie de Dropseed News qui a été portée à la connaissance de beaucoup d'Ivoiriens. Vrai ou faux, la question reste posée. Mais ces éléments parlent d'eux-mêmes, l'on dira.